Vie des 12 Césars suétone. Vespasien. Chapitre 1. Les ancêtres de Vespasien. Le pouvoir impérial, longtemps rendu incertain et pour ainsi dire flottant par la rébellion et la mort sanglante de trois princes, fut enfin pris en main et affermi par la maison Flavia. Cette famille était, à la vérité, obscure et sans portrait de famille. Mais cependant l'État n'eut nullement à s'en plaindre. Quoiqu'elle eût produit Domitien, dont la barbarie et la cupidité furent justement punies. Un certain Titus Flavius Petron, du municipe de Réate, servit sous Pompée, comme centurion ou comme vétéran rengagé. Pendant la guerre civile, il prit la fuite de la bataille de Pharsale et se tira dans sa patrie où, après avoir obtenu son pardon et son congé, il devint recevoir des enchères. Son fils, surnommé Sabinus, ne porta point les armes, quoique certains auteurs aient dit qu'il fut centurion primipilaire, et d'autres qui étaient encore en possession de ce garde. Il fut dégagé du serment militaire à cause de sa mauvaise santé. Il fut receveur du 40e en Asie, et l'on vit subsister longtemps les statuts que plusieurs villes de cette province lui avaient décernées, avec cette inscription en grec « au receveur intègre ». Il fut ensuite prêteur en Helvétie, où il mourut, laissant sa veuve, Vespasia Paula, et deux enfants qu'il avait eus d'elle. L'aîné, appelé Sabinus, s'éleva jusqu'à la préfecture de Rome, et le second, Vespasien, jusqu'à l'Empire. Paula était d'une honnête famille de Nursie. Son père, Vespasius Paulion, avait été 3 fois tribun des soldats et préfet des camps. Elle avait un frère, sénateur, qui avait géré la préfecture. Il subsiste, encore aujourd'hui, au sommet d'une montagne, près du 6e milliaire, sur la route de Nursie à Spolète, un endroit qui porte le nom de Vespasie, et où se voient plusieurs monuments de Vespasius qui attestent la splendeur et l'ancienneté de cette famille. On a prétendu, il est vrai, que le père de Pétron, né au-delà du Pô, était le chef de ces ouvriers qui passent, tous les ans, de l'ombre dans le pays des Sabins, pour cultiver les terres. Qu'il se fixa dans la ville de Réate et s'y maria. Mais, malgré les minutieuses recherches, je n'ai trouvé aucun vestige de ce fait. Chapitre 2. Sa naissance, il est élevé par son aïeul maternel. Son mépris pour les dignités est combattu par sa mère. Ses premiers emplois. Vespasien naquit dans le pays des Sabins, au-delà de Réate, dans un petit bourg que l'on appelle Phalacrine, le 15 des calendes de décembre. À la fin du jour, sous le consul de Q. Sulpicius Camerinus et de C. Pompeius Sabinus, 5 ans avant la mort d'Auguste. Il fut élevé chez son aïeul paternel Tertulla, dans ses domaines de Cosa. Aussi, même empereur, il alla visiter souvent ce séjour de son enfance, et il laissa la maison telle qu'elle était, ne voulant rien changer à des objets que ses yeux avaient accoutumé d'y voir. La mémoire de cet aïeul lui était si chère qu'il continua pendant toute sa vie, même les jours de fête solennelle, à boire dans une petite coupe d'argent qui lui avait appartenu. Revêtu de la toge virile, Vespasien les éprouva longtemps, de l'aversion pour le laticlave, quoique son frère l'eût déjà reçu. Il n'y eut que sa mère qui put enfin la contraindre à briguer cette distinction. Victoire tardive qu'elle dut moins encore à ses prières ou à son autorité, qu'à ses railleries et aux reproches humiliantes qu'elle ne cessait de lui faire, en l'appelant l'appariteur de son frère. Il servit en Thrace, comme tribun des soldats. Questeur, il reçut du sort la province de Crète et de Cyrène. Candidat pour l'édilité, puis pour la préture, il n'obtint la première qu'avec beaucoup de peine, après un échec et au 6e rang, tandis qu'il parvint de prime abord à la seconde, et des premiers. Pendant sa préture, il chercha par tous les moyens à plaire à Caligula, qui était alors irrité contre le Sénat. Il demanda des jeux extraordinaires pour célébrer la victoire de cet empereur sur les Germains. Il proposa d'ajouter, en supplice des citoyens condamnés pour conjuration, l'ignominie d'être privés de sépulture.
Il le remercia, en plein Sénat, de l'honneur qu'il avait daigné lui faire en l'invitant à souper. Chapitre 3. Son mariage et ses enfants. Sa maîtresse Sénice. Il épousa vers ce temps Flavia Domitilia, autrefois la maîtresse de Statilius Capella, chevalier romain de la ville de Sabrata en Afrique. Elle n'avait que les droits de bourgeoisie latine. Mais bientôt, par un jugement des récupérateurs, elle fut déclarée de naissance libre et citoyenne romaine, sur la réclamation de son père Flavius Liberalis de Ferentinum, lequel en n'était que le greffier d'un questeur. Ils ont eu 3 enfants, Titus, Domitien et Domitia. Il survécut à sa femme et à sa fille, qu'il perdit avant d'arriver à l'Empire. Après la mort de sa femme, il reprit avec lui son ancienne maîtresse Sénice, affranchie d'Antonia, et qu'elle servit de secrétaire. Et même, quand il fut empereur, elle tint, en quelque façon, auprès de lui le rang d'une épouse légitime. Chapitre 4. Il se signale sous le règne de Claude par plusieurs exploits militaires, et il vit ensuite dans la retraite. Il reçoit de Néron le gouvernement de l'Afrique. Son intégrité, il tombe dans la disgrâce de Néron, qui l'envoie commander en Judée. Sous le règne de Claude, il fut envoyé en Germanie par le crédit de Narcisse, comme lieutenant de légion. Il passa ensuite en Bretagne, où il se battit 30 fois contre l'ennemi. Il réduisit à l'obéissance 2 peuples très puissants, s'empara de plus de 20 villes, et soumit l'île de Vecte, voisine de la Bretagne, tantôt sous le commandement d'Aulus Plautius, lieutenant consulaire, tantôt celui de Claude lui-même. Aussi le vit-on recevoir les ornements triomphaux, et, en fort peu de temps, un double sacerdoce. Il fut, en outre, créé consul pour les 2 derniers mois de l'année. Depuis cette époque, jusqu'à son proconsulat, il vécut dans la retraite et le repos, craignant Agrippine, qui avait encore beaucoup de pouvoir sur son fils, et qui, même après la mort de Narcisse, poursuivait celui qui avait été son ami. Le sort lui ayant assigné le gouvernement de l'Afrique, il administra cette province avec beaucoup d'intégrité, et s'y acquit le respect des peuples, ce qui n'empêcha pas que, dans une sédition à Drumette, on lui jeta des raves. Il ne revint pas plus riche qu'il n'était parti. Il fut même bientôt obligé, son crédit étant épuisé, d'engager toutes ses terres à son frère, et, pour soutenir son rang, de descendre au métier de maquignon, ce qui le fit surnommer le muletier. Il fut aussi convaincu, dit-on, d'avoir extorqué à un jeune homme 200 000 sesterces, pour lui faire obtenir le laticlave contre la volonté de son père. Exaction qui lui valut un blâme sévère. Il accompagna Néron dans son voyage en Achaïe. Et comme il lui arriva souvent de sortir du théâtre ou de s'y endormir quand l'empereur chantait, il encourut la plus dure des disgrâces. Il fut non seulement exclu de son commerce intime, mais encore de droit de présenter ses hommages en public. Il se retira donc dans une petite ville à peu près ignorée. Et c'est dans cette retraite qu'au moment même où il craignait le plus pour sa vie, on vint lui offrir un gouvernement et une armée. C'était une antique et ferme croyance répandue dans tout l'Orient, que l'empire du monde appartiendrait vers ce temps à des hommes partis de la Judée. Cet oracle, qui regardait un général romain comme le prouva l'événement, les Juifs se l'appliquèrent à eux-mêmes. Ils se révoltèrent, et après avoir tué leur gouverneur, ils mirent en fuite le lieutenant consulaire de Syrie qui venait à son secours, et auquel ils prirent une aigle. Pour comprimer ce mouvement, il fallait une armée considérable et un chef courageux, à qui pourtant l'on put confier sans crainte une entreprise de cette importance. Néron choisit, entre tous, Vespasien, qui, avec des talents dont il pouvait tout espérer, avait une origine et un nom dont il pensait n'avoir rien à craindre. L'armée fut donc renforcée de 2 légions, de 8 escadrons et de 10 cohortes. Et Vespasien partit, emmenant avec lui, parmi ses lieutenants, l'aîné de ses fils. Il sut, dès son arrivée dans sa province, se concilier l'estime même des provinces voisines, en rétablissant la discipline militaire, livrant 1 ou 2 combats avec tant de fermeté qu'au siège d'un fort, il fut blessé au genou d'un coup de pierre et reçut plusieurs flèches dans son bouclier. Chapitre 5. Plusieurs prodiges lui promettant l'Empire. Il en reçoit l'assurance de l'historien Joseph. Après Néron et Galba, Othon et Vitellius,
se disputent l'Empire. Il conçut l'espérance d'y parvenir lui-même. Espérance fondée depuis longtemps sur les prodiges que voici. Il y avait dans une maison de campagne des Flavius, près de Rome, un vieux chêne consacré à Mars, et qui, chaque fois que Vespasia accouchait, poussait aussitôt un rejeton. Indice certain des destinées de l'enfant qu'elle avait mis au jour. Le premier était faible et se dessécha bientôt. Aussi la fille qui venait de naître ne passa-t-elle pas l'année? Le second, robuste et élancé, promettait une grande prospérité. Le troisième était aussi fort qu'un arbre. Sabinus, père de Vespasien, alla, dit-on, se fondant en outre sur la foi d'un aruspice, annoncer à sa mère qu'il lui était né un petit fils qui serait empereur. Elle ne fit qu'en rire. Étonnée, répondit-elle, de voir que son fils radotait déjà, quand elle-même avait encore toute sa raison. Dans la suite, lorsque Vespasien fut édile, César, furieux de ce qu'il n'avait pas fait balayer les rues, ordonna de lui jeter de la boue, ce que les soldats exécutèrent. Et comme ils en remplirent le pli de sa toge prétexte, des témoins de ce fait l'interprétèrent en disant qu'un jour la République, foulée aux pieds, réduite à l'abandon à cause d'un bouleversement civil, se réfugierait sous sa protection et comme dans son sein. Une autre fois, pendant qu'il dînait, un chien étranger apporta d'un carrefour une main humaine, qu'il déposa sous sa table. Un soir qu'il était à souper, un bœuf de labourage, ayant rompu son joug, se précipita dans la salle à manger, mit en fuite dans tous les esclaves, et, se laissant tout à coup tomber, comme de fatigue, aux pieds de Vespasien, étendu sur un lit, baissa devant lui la tête. Dans une prospérité de son aïeul, un cyprès déraciné, enlevé de terre et jeté à bas, sans que ce fût par la violence d'aucune tempête, se releva le lendemain, plus vert et plus robuste. En Achaïe, Vespasien rêva qu'une ère de prospérité commencerait pour lui et pour les siens, le jour où l'on aurait enlevé une dent à Néron. Et le lendemain, lorsqu'il entra dans l'antichambre de ce prince, le médecin lui montra une dent qu'il venait de lui arracher. Comme il consultait en Judée l'oracle du dieu du Carmel, les sorts lui répondirent que, quelque grand dessein qu'il médita, il pouvait être sûr du succès. Joseph, un des prisonniers les plus distingués, ne cessa d'affirmer pendant qu'on le chargeait de chaînes, qu'il en serait bientôt délivré par Vespasien lui-même, par Vespasien empereur. On lui annonçait aussi de Rome des présages favorables, que Néron, dans ces derniers jours, avait été averti en songe de tirer du sanctuaire le char sacré de Jupiter très bon et très grand, et de conduire dans la maison de Vespasien, puis au cirque. Que, peu de temps après, comme Galbin réunissait les comices pour son second consulat, la statue du divin Jules s'était retournée d'elle-même vers l'Orient. Enfin qu'avant la bataille de Beriacum, 2 aigles s'étaient battus en présence des 2 armées, que l'un d'eux ayant été vaincu, il en était venu du côté de l'Orient un 3e qui avait mis en fuite le vainqueur. Chapitre 6. Il est proclamé empereur par les armées d'Orient. Cependant, malgré l'ardeur et les instances de ses partisans, il fallut, pour le déterminer, que le hasard fit déclarer en sa faveur des troupes éloignées, et qui ne le connaissaient même pas. 2000 hommes tirés des 3 légions de l'armée de Mésie, et envoyés au secours d'Otan, apprirent en route sa défaite et son suicide. Ils ne laissèrent pas de s'avancer jusqu'à Aquilée, comme s'ils n'eussent pas cru à cette nouvelle. Là, s'étant livrés par désœuvrement à toutes sortes d'excès et de rapines, et craignant d'être forcés au retour à rendre compte de leur conduite et d'être punis, ils prirent le parti d'élire et de créer un empereur. Car étaient-ils moins que les légions d'Espagne qui avaient élu Galba, que les prétoriens qui avaient proclamé Otan, que l'armée de Germanie qui avait couronné Vitellius. Ils passèrent donc en revue les noms de tous les lieutenants consulaires, à quelques armées qu'ils appartenaient alors. Il les avait rejetés successivement pour un motif et pour un autre. Lorsque des soldats de la 3e Légion, laquelle avait passé de la Syrie dans la Mésie vers le temps de la mort de Néron, lui firent un grand éloge de Vespasien.
Tout alors d'applaudir, et le nom de Vespasien fut inscrit sur les enseignes. Toutefois, cette élection n'eut pas de suite, ces détachements étant pour quelque temps rentrés dans le devoir. Mais la nouvelle, s'en étant répandue, Tibère Alexandre, préfet d'Égypte, fut le premier qui fit prêter serment à Vespasien par ses légions. C'était au calende de juillet, jour qui, depuis, fut religieusement fêté comme celui de son avènement. L'armée de Judée lui jura fidélité à lui-même le 5 des Ides de juillet. Plusieurs circonstances favorisèrent à la fois son entreprise, la copie répandue avec profusion d'une lettre, vraie ou supposée, d'Othon à Vespasien, dans laquelle il le chargeait, en mourant, du soin de le venger, et exprimait le vœu qu'il vînt au secours de l'État. Le bruit qui se répandit que Vitellius, vainqueur d'Othon, avait dessein de changer les quartiers d'hiver des légions, et de faire passer en Orient celles de Germanie, pour leur assurer un service plus tranquille et plus doux. Enfin, l'appui qu'il trouva dans un gouverneur de province, Licinius Mucianus, et dans le roi des Parthes, Vologèse, dans l'un abjurant l'ancienne et éclatante inimitié que la jalousie avait fait naître entre eux, lui promit alors l'armée de Syrie, et dans l'autre lui offrit 40 000 archers. Chapitre 7. Il commence la guerre civile, et guérit un aveugle et un boiteux. Il se résolut donc à commencer la guerre civile, et ayant envoyé ses lieutenants en Italie avec des troupes, il se rendit à Alexandrie pour s'emparer de la clé de l'Égypte. Là, voulant consulter les oracles sur la durée de son règne, il entra seul dans le temple de Sérapis, dont il fit sortir tout le monde. Après avoir fait de nombreux sacrifices aux dieux, il se retourna et crut voir l'affranchi Basilides qui lui présentait, comme c'est l'usage de ce temps dans ce temple, des rameaux sacrés, des couronnes et des gâteaux. Personne, pourtant, n'y avait introduit ce Basilides qu'une maladie des ligaments empêchait depuis longtemps de marcher, et que l'on savait être fort loin de là. Il lui arriva aussitôt des lettres annonçant que les troupes de Vitellius avaient été défaites à Crémone, et que ce prince avait été tué dans Rome. Une circonstance singulière vint imprimer à la personne de Vespasien le caractère de grandeur et de majesté qui manquait à ce prince encore nouveau, et en quelque sorte improvisé. Deux hommes du peuple, l'un aveugle, l'autre boiteux, se présentèrent ensemble devant son tribunal, en le suppliant de les guérir, car, pendant leur sommeil, Sérapis leur avait, disait-il, donné l'assurance qu'il rendrait la vue à l'un s'il crachait sur ses yeux, et qu'il redonnerait vigueur à la jambe de l'autre, s'il daignait la toucher de son pied. Ne pouvant croire au succès d'un tel remède, Vespasien n'osait pas même l'essayer. Enfin, sur les instances de ses amis, il tenta cette guérison, devant toute l'assemblée, et réussit. Vers le même temps, les devins ordonnèrent de faire des fouilles à Thégée, en Arcadie. On y trouva, enfui dans un lieu consacré, des vases antiques sur lesquels était gravée une figure qui ressemblait à Vespasien. Chapitre 8. Son retour à Rome, ses consulats, son gouvernement. Tel était Vespasien. Telle était sa réputation quand il revint à Rome, où il trompa des Juifs. Il ajouta 8 consulats au premier qu'il avait obtenu autrefois, et géra aussi la censure. Pendant tout le temps de son règne, il n'eut rien de plus à cœur que de s'affermir l'État, ébranlé et chancelant, et ensuite de l'embellir. Les soldats étaient parvenus au comble de la licence et de l'audace, les uns par l'entraînement de la victoire, les autres par le ressentiment de leur humiliante défaite. De grandes dissensions régnaient aussi dans les provinces, dans les villes libres et dans quelques royaumes. Vespasien licencia une grande partie des soldats de Vitellius et les tint en bride. Quant à ceux qui avaient vaincu sous lui, il fut si loin de leur accorder aucune grâce extraordinaire qu'il leur fit même longtemps attendre les récompenses qui leur étaient dues. Il ne laissait échapper aucune occasion de rétablir la discipline. Un jeune homme était venu, tout parfumé, le remercier de la préfecture qu'il lui avait accordée. Il détourna la tête et lui adressa cette parole pleine de sévérité. « J'aimerais mieux que vous sentiez l'ail. » Et il révoqua sa nomination.
Les matelots qui viennent tour à tour à pied d'Ostie et de Pouzol à Rome demandaient qu'il leur fût alloué désormais une gratification pour indemnité de chaussures. Il ne crut pas que ce fût assez de les renvoyer sans réponse. Il ordonna qu'à l'avenir, ils feraient pieds nus cette course, et c'est encore ainsi qu'ils vont aujourd'hui. Il priva de la liberté d'Achaïe, la Lycie, Rhodes, Byzance, Samos, qu'il réduisit en provinces romaines, ainsi que la tranchée Cilcie, et la Commagène, qui avait été gouvernée jusque-là par des rois. Il augmenta le nombre des légions de Cappadoce, à cause des continuelles incursions des barbares, et il y envoya, au lieu d'un chevalier romain, un gouverneur consulaire. Des ruines et des incendies déjà anciens donnaient à Rome un aspect désagréable. Il permit à qui voudrait d'occuper les terrains vacants et d'y bâtir si les propriétaires négligeaient de le faire. Lui-même entreprit la restauration du Capitole. Il mit le premier la main à l'œuvre pour déblayer les décombres. Il en emporta quelques-uns sur son dos. Il entreprit aussi de veiller à la réfection de 3000 tables d'airain détruites dans l'embrassement du Capitole, et où étaient gravés, presque depuis la fondation de Rome, les senatus consultes et les plébiscites sur les alliances, les traités et les privilèges accordés à chaque peuple. Il en fit rechercher de tous côtés des copies, pour remettre en état les plus belles et les plus anciennes archives de l'Empire. Chapitre 9. Ses constructions. Il épure et complète les premiers ordres de l'État. Il entreprit aussi des constructions nouvelles, telles que le temple de la paix, voisin du forum, celui du divin Claude, sur le mont Célius, commencé, il est vrai, par Agrippine, mais presque entièrement détruit par Néron, un amphithéâtre au milieu de Rome, d'après le plan qu'Auguste en avait laissé. Des meurtres sans nombre avaient épuisé les premiers ordres de l'État, et d'anciens abus avaient terni la splendeur. Vespasien épura et compléta ces différents ordres, en faisant le recensement des sénateurs et des chevaliers. Il en expulsa les plus indignes, il y admit les citoyens les plus recommandables de l'Italie et des provinces. Enfin, voulant faire sentir que la différence entre ces deux ordres consistait moins dans les droits que dans la dignité, il jugea, dans la querelle d'un sénateur et d'un chevalier, qu'il n'était pas permis de dire des injures aux sénateurs, mais qu'il était juste et légal de répondre à des insultes. Chapitre 10. Ses améliorations judiciaires. Le nombre des procès s'était parcouru à cru d'une manière effrayante. Les anciennes contestations étaient restées suspendues par suite de l'interruption de la justice, et le trouble des temps en ayant sans cesse amené de nouvelles. Il établit une commission des juges tirée au sort, et chargée de restituer ce qui avait été arraché de force pendant les guerres civiles, d'expédier extraordinairement et de réduire autant que possible le nombre des causes portées devant les septumvirs, lesquelles étaient en effet si nombreuses que la vie des plaideurs paraissait à peine devoir y suffire. Chapitre 11. Ces règlements contre le luxe et la débauche. Le luxe et la débauche, ne trouvant de répression nulle part, avaient fait de rapides progrès. Vespasien fit statuer par le Sénat que toute femme qui s'unirait à l'esclave d'autrui serait elle-même réputée esclave, et que les usuriers qui prêteraient aux fils de famille ne pourraient, en aucun cas, exiger le remboursement de leurs créances, pas même après la mort des pères. Chapitre 12. Sa modestie. Dans tout le reste, il montra dès le commencement de son règne jusqu'à la fin de la modération et de la bonté. Il ne dissimula jamais la médiocrité de sa situation d'autrefois. Souvent même, il en fit vanité, et il tourna lui-même en ridicule quelques flatteurs, qui voulaient faire remonter l'origine de la maison Flavia au fondateur de Réate et jusqu'à un compagnon d'Hercule, dont on voit le monument sur la voie Salaria. Il avait si peu de goût pour tout ce qui tient à la pompe extérieure que le jour de son triomphe, fatigué de la lenteur et de la marche et ennuyé de la cérémonie, il ne put s'empêcher de dire qu'il était justement puni d'avoir eu, à son âge, la sottise de souhaiter le triomphe, comme si cet honneur eût été dû à son nom, ou qu'il eût jamais pu l'espérer. Il ne consentit que fort tard à accepter la puissance tribunusienne et le titre de père de la patrie.
Quant à l'usage de fouiller ceux qui venaient saluer l'empereur, il avait aboli dès le temps même de la guerre civile. Chapitre 13. Chapitres 13 à 15, sa clémence. Il endurait fort patiemment la franchise de ses amis, les apostrophes hardis des avocats et les invectives des philosophes. Licinius Mucianus, dans les mœurs infâmes, était bien connu, mais que ses services avaient énorgueilli, affecté pour lui fort peu de respect. L'empereur ne le reprit jamais qu'en particulier. Et alors qu'il se plaignait de Licinius auprès de l'un de leurs amis communs, il se contenta d'ajouter « Pour moi, du moins, je suis un homme ». Il félicita Salvius Liberalis d'avoir osé s'écrier dans la défense d'un riche client « Qu'importe à César qui parque et 100 millions de sesterces ». Il trouva un jour, assis sur son chemin, Démétrius, le cynique, qui venait d'être condamné par ses juges. Et celui-ci, loin de se lever en sa présence ou de le saluer, s'étant mis à aboyer je ne sais quelles injures, Vespasien se contenta de l'appeler chien. Chapitre 14. Il n'avait ni mémoire ni ressentiment pour les enfances et les initiés. Il maria magnifiquement la fille de Vitellius, son ennemi, la dota et lui fit des riches présents. Sous Néron, à l'époque où l'accès de la cour lui était interdit, un des huissiers du palais, à qui il demandait, tout tremblant, ce qu'il ferait désormais et où il irait, lui avait répondu, en le mettant à la porte, « Allez-vous-en à Morbonia ». Dans la suite, quand cet homme vint lui demander grâce, il se contenta de s'irriter en paroles en lui faisant une réponse à peu près identique. Incapable de sacrifier quelqu'un à ses craintes ou à ses soupçons, il fit consul Metius Pompusianus, dont ses amis l'avertissaient de se défier, parce que son horoscope l'appelait, disait-on, à l'Empire. « Eh bien, dit alors Vespasien, il se souviendra du bien que je lui aurais fait. » Chapitre 15. On citerait difficilement un innocent parmi sous son règne, si ce n'est en son absence, à son insu, et, dans tous les cas, contre son gré ou parce qu'on le trompait. Quand il revint de Syrie, Helvidius Priscus fut le seul qui ne le salua que du nom de Vespasien. Et pendant sa préture, il affecta de lui rendre aucun hommage, et de ne jamais le nommer dans ses édits. Vespasien ne se fâcha qu'auprès que ce personnage l'eût presque fait rentrer dans le rang par l'insolence effrénée de ses invectives. Si d'abord il l'exila, si même il donna ensuite l'ordre de le tuer. Il fit tout pour le sauver. Il dépêcha aussitôt des courriers chargés de ramener les exécuteurs de cet ordre. Et il eût sauvé Helvidius si l'on lui avait annoncé faussement qu'il avait déjà péri. Du reste, bien loin de se réjouir du meurtre de personne, il pleura et gémit même sur les supplices justifiés. Chapitre 16. Son amour pour l'argent. Le seul reproche qu'on lui fasse avec raison, c'est d'avoir aimé l'argent. En effet, non content de rétablir les impôts abandonnés sous Galba, d'en créer de nouveaux et de très pesants, d'augmenter les tribus des provinces et de les doubler quelquefois. Il fit ouvertement des trafics honteux, même pour un particulier, achetant, par exemple, certaines choses en bloc, dans le seul but de les revendre plus cher en détail. Il vendait les magistratures aux candidats et les absolutions aux accusés, qu'ils fussent innocents ou coupables. On prétend même qu'il donnait les plus grands emplois aux plus rapaces de ses agents, afin de les condamner quand ils se seraient enrichis. Il était pour lui, disait-on communément, comme des éponges, car pour ainsi dire, il les mouillait quand ils étaient secs, et les pressait quand ils étaient gorgés d'eau. Cette cupidité lui était, selon quelques-uns, naturelle et lui fut reprochée, un jour par un vieux bouvier, qui, ne pouvant en obtenir gratuitement la liberté malgré ses prières, après son avènement à l'Empire, s'écria que le renard pouvait bien changer de poil, mais non pas de mœurs. D'autres pensent, au contraire, que l'extrême pénurie du trésor et du fisc lui fit une nécessité du pillage et de la rapine. Aussi avait-il dit,
pour en témoigner au commencement de son règne, que l'État avait besoin pour se soutenir de 40 milliards de sesterces. Cette dernière opinion me paraît d'autant plus vraisemblable qu'il employa très bien ce qu'il avait mal acquis. Chapitre 17. Ses libéralités. Ces libéralités s'étendaient sur tout le monde sans distinction. Il compléta le sens de quelques sénateurs. Il fonda un revenu annuel de 500 000 sesterces pour les consulaires pauvres et dans tout l'Empire il fit rebâtir, plus belle qu'elle n'était, un gros nombre de villes détruites par des tremblements de terre ou par des incendies. Chapitre 18. Il se fait le protecteur des arts et de tous les talents. Il protégea surtout les talents et les arts. Il constitua, le premier, sur le trésor impérial, une pension annuelle de 100 000 sesterces aux rhéteurs grecs et latins, et il accorda de riches gratifications et de magnifiques présents aux poètes éminents ainsi qu'aux artistes. Par exemple, au restaurateur de la Vénus de Cos et à celui qui répara le colosse. Un mécanicien s'était engagé à transporter à peu de frais, dans le Capitole, des colonnes immenses. Vespasien lui fit payer une forte somme pour son projet, mais il en ajourna l'exécution en disant « Permettez que je nourrisse le pauvre peuple ». Chapitre 19. Ses récompenses aux artistes. Sa cupidité inspire un beau mot à un pantomime. Au jeu célèbre, pour la dédicace de la scène du théâtre de Marcellus qu'on avait restauré, il fit jouer aussi d'anciennes pièces. Il fit présenter au tragédien Apellaris de 400 000 sesterces, des Cytharèdes, Terpnius et Diodore en eurent 200 000. Quelques-uns 100 000. D'autres 40 000 au moins, sans compter un grand nombre de couronnes d'or. Il donnait souvent des repas, en général selon les règles et magnifiques, pour faire gagner les marchands de comestibles. Il faisait des présents de table aux hommes le jour des Saturnales, et aux femmes le jour des calendes de Mars. Mais il ne put, malgré ses libéralités, se laver du reproche d'avarice, et les habitants d'Alexandrie l'appelèrent toujours Sibiosacte, du nom d'un de leurs rois, qui avait été d'une cupidité sordide. Le jour de ses funérailles, le chef des pantomimes, nommé Favor, qui faisait le personnage de l'empereur et parodiait, selon la coutume, ses manières et son langage, demanda publiquement aux attendants du défunt combien coûtaient ses obsèques et son convoi. Et quand on lui eut répondu 10 millions de sesterces, il s'écria « Donnez-en 100 000, et jetez-moi, si vous le voulez, dans le Tibre. » Chapitre 20. Son portrait, son caractère. Il avait la taille carrée, les membres robustes et épais, la figure comme celle d'un homme qui fait de violents efforts. Aussi un railleur, qu'il pressait de dire contre lui un beau mot, lui répondit assez plaisamment « J'en dirai un, quand vous aurez fini de pousser votre selle. » Il jouit toujours d'une excellente santé, quoiqu'il ne fît rien pour l'entretenir, que de se frotter lui-même, dans une salle de jeu de paume, le cou et les autres parties du corps, un certain nombre de fois, et de faire diète un jour par mois. Chapitre 21. Sa manière de vivre. Voici à peu près quelle était sa manière de vivre. Depuis son avènement, il se levait toujours de bonne heure et même avant le jour. Quand il avait lu toutes ses lettres et les rapports des offices du palais, il faisait entrer ses amis, et tout en recevant leurs salutations, il se chaussait et s'habillait lui-même. Ensuite, après avoir expédié toutes les affaires qui pouvaient survenir, il se promenait en litière, puis il revenait prendre un peu de repos. Ayant à côté de lui, sur son lit, quelques-unes de nombreuses concubines qu'il avait choisies, après la mort de Sénis, pour la remplacer. Il passait de là dans la salle de bain et dans la salle à manger. C'était, dit-on, le moment où il était de l'humeur la plus douce et la plus facile. Et que les gens de sa maison avaient soin de choisir pour lui, adresser leurs demandes. Chapitre 22. Ses plaisanteries. Il était d'une grande affabilité, à table et ailleurs.
et réglait beaucoup d'affaires à l'aide d'un beau mot. Il avait en effet beaucoup de causticité et il descendait parfois à de grossières bouffonneries, ne s'abstenant même pas des plus sales expressions. On a toutefois conservé de lui d'assez heureuses saillies, entre autres celle-ci. Le consulaire Mestrius Florus l'avait un jour averti de pire plaustra, des chariots, et non pas plaustra. Vespasien le salua, le lendemain, du nom de Flaorus. Une femme ayant feint pour lui une passion violente ayant triomphé de ses dédains, il se la fit amener et lui donna, pour une nuit, 400 000 sesterces. Son intendant lui ayant ensuite demandé comment il fallait inscrire cette dépense dans ses comptes, écrivez, dit-il, pour une passion inspirée par Vespasien. Chapitre 23. Ces citations, ces beaux mots. Il citait avec assez d'à-propos des vers grecs, témoin celui dont il fit l'application à quelques-uns de grande stature, et que la nature avait, sous un certain rapport, traité avec largesse. Marchons à grands pas, et brandissons une lance dans l'ombre se projette au loin. Un riche affranchi, nommé Cérilus, se disait de conditions libres afin de frauder plus tard les droits du fisc, et commençait même, laissant là son nom, à se faire appeler Lachès. Vespasien s'écria en grec « Oh Lachès, oh Lachès !» Quand tu seras mort, tu te retrouveras Cérilus comme devant. Il cherchait surtout la plaisanterie à propos de ses bénéfices honteux, afin de couvrir par un trait d'esprit ce qu'elles avaient de Dieu, et d'y attacher le souvenir d'un bon mot. Un de ses serviteurs les plus chers lui demandait une place d'intendant pour quelqu'un qu'il disait être son frère. Vespasien ajourna sa réponse, fit venir l'aspirant lui-même, et s'étant fait donner la somme que celui-ci avait promise à son protecteur, il l'installa sur le champ. Lorsque le solliciteur lui en reparla, « Cherchez, lui dit-il, un autre frère, celui que vous croyez le vôtre est tout à coup devenu le mien. » Ayant vu dans un de ses voyages son muletier s'arrêter brusquement pour faire ferrer ses mules et le soupçonnant d'avoir voulu donner ainsi à un plaideur dont il avait fait rencontre, le temps de lui parler de son affaire. Il lui demanda combien il avait reçu pour les faire, et il se fit payer une partie de la somme. Son fils Titus, l'ayant blâmé d'avoir établi un impôt jusque sur l'urine, il lui mit sous le nez le premier argent de cet impôt et lui demanda s'il sentait mauvais. Titus ayant répondu que non, il vient cependant de l'urine, lui dit Vespasien. Des députés étaient venus lui annoncer que leurs concitoyens lui avaient décerné une statue colossale d'un prix considérable. Il dit, en leur montrant le creux de sa main, qu'on la pose donc ici, le piédestal est prêt. La crainte même de la mort ni les approches de ce moment fatal ne purent l'empêcher de plaisanter. Entre autres prodiges qui annoncèrent sa fin, le mausolée s'ouvrit tout à coup et une étoile chevelue parut dans le ciel. Il prétendit que le premier de ces présages regardait Junia Calvina, qui était de la race d'Auguste, et que l'autre concernait le roi des Parthes, qui avait une longue chevelure. Il dit, au début de sa dernière maladie, « Hélas, je crois que je deviens Dieu. » Chapitre 24. Sa dernière maladie et sa mort. Son plus beau mot. Il était consul pour la 9e fois lorsqu'il ressentit, en compagnie, de légers mouvements de fièvre. Il revint sur le champ à Rome, d'où il se rendit à Cutili, et dans ces terres de Réate, où il avait coutume de passer l'été. Là, son mal augmenta, grâce à l'usage immodéré de l'eau froide, qui provoqua chez lui un dérèglement intestinal. Il n'en remplissait pas moins les devoirs de sa dignité avec autant d'exactitude qu'auparavant. Il recevait même au lit les députations qu'on lui envoyait. Et se sentant tout à coup défaillir à la suite d'un flux de ventre, un empereur, dit-il, doit mourir debout. Et dans le moment même où il s'efforçait de se lever, il expira entre les bras de ceux qui l'y aidaient, le 9 des calendes de juillet, âgé de 69 ans, 7 mois et 7 jours. Chapitre 25. Sa confiance dans la destinée promise à ses fils et à lui.
Tout le monde s'accorde à dire qu'il avait une telle confiance dans la destinée promise à ses enfants et à lui, que, malgré de fréquentes conspirations formées contre sa vie, il ne craignit pas d'affirmer en plein Sénat qu'il aurait pour successeur ses fils ou personne. On dit aussi qu'il vit, une fois, on songe une balance suspendue dans un parfait équilibre au vestibule du palais, et portant dans l'un des plateaux Claude et Néron, dont l'autre, lui et ses fils. Égalité qui se retrouva dans la supputation des années, puisque la durée des règnes fut la même de part et d'autre.